Et de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et Europe 1 pour vous accompagner jusqu'à 19h. Muriel Oaknin-Melki, Gabriel Cluzel, Véronique Jacquier, Louis Dragnel et François Pupponi. Intéressons-nous à présent à l'ultraviolence, à la délinquance des mineurs. Des mineurs, vous le savez, de plus en plus impliqués dans des crimes, dans des délits. Alors pour répondre à ce phénomène, Gabriel Attal a annoncé des mesures ce matin lors d'un déplacement à Valence dans la Drôme. Alors quelles sont-elles précisément ces mesures? Les précisions de Maxime Lavandier. Nous en parlons ensuite. Je refais le geste plusieurs fois. À la médiathèque de Valence, c'est atelier de lecture pour Gabriel Attal et les enfants. Une parenthèse pour le Premier ministre venu dans la Drôme avec un objectif clair, apporter des réponses face à la délinquance des mineurs. Il faut sanctionner plus tôt, plus vite et ne pas laisser la situation dégénérer. Ne pas attendre que la situation s'aggrave pour sanctionner. Face à des mineurs de plus en plus jeunes, comme énoncé lors de la table ronde avec des habitants, la sanction ne peut tomber qu'après la prévention. Au premier fait, on va permettre pour certains jeunes le placement en foyer pendant une quinzaine de jours. Je pense que ça permet d'apporter une réponse immédiate et concrète à un acte de délinquance. Si la prévention ne suffit pas à stopper cette violence, c'est alors à la justice de prendre la main. Nous mettrons en place une forme de comparution immédiate pour les jeunes dès 16 ans, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un jeune de cet âge ne puisse pas être sanctionné immédiatement après les faits. Sanctionner les enfants, mais aussi les parents, y compris ceux absents du foyer familial. Le projet de loi qui sera présenté permettra de sanctionner les parents de jeunes délinquants, avec notamment des amendes, aller chercher la responsabilité parentale des deux parents et donc souvent du père et non plus d'un seul parent. Un projet de loi espéré d'ici la fin de l'année par le Premier ministre. En tout cas, une action attendue après les agressions notamment dont ont été victimes Shamseddine, Samara ou encore Zakaria. On le sait, l'insécurité au sein d'une partie de la jeunesse ne fait que grandir. Ces chiffres également, ces chiffres révélés par Europe 1 qui illustrent ce phénomène. Les mineurs sont impliqués dans 43% des homejackings commis en Ile-de-France en 2023. Voilà les derniers chiffres. En tout cas, François Pupponi, le Premier ministre qui avait prôné lors de son déplacement en avril dernier à Viry-Châtillon un sursaut d'autorité. Est-ce que ce matin, quand vous entendez Gabriel Attal, quand vous entendez les mesures de Gabriel Attal, vous y voyez bien là un sursaut d'autorité ou pas? Oui, parce que les mesures annoncées, enfin, en tout cas, la manière dont le Premier ministre le dit, de dire il faut sanctionner vite un mineur pour que la sanction soit audible et compréhensible pour qu'elle ait une efficacité, ça, tout le monde le réclame depuis des années. Donc le dire, c'est bien. Et c'est important qu'un Premier ministre le dise. Mais le faire. Après, voilà, le faire. Les comparaisons directes, ça va être compliqué. C'est pas pour tous les actes, mais enfin, il faut sûrement le faire. Mettre les gamins pendant 15 jours dans des centres fermés, j'attends de voir qu'est-ce qui va être proposé concrètement. L'idée est séduisante. A-t-on les moyens de le mettre en œuvre? Ça, c'est une autre question. Muriel Oaknin-Melki, avocate. Donc, rappelons-le, nous aurions pu nous attendre à ce que le Premier ministre annonce la baisse de la majorité pénale à 16 ans. Ce n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Vous diriez effet d'annonce, des mesures inapplicables, pas suffisamment de moyens, pas suffisamment de volonté. Quel est votre regard? Ce sont des mesures qui, pour moi, ne sont pas applicables en l'état. On a besoin de moyens supplémentaires pour la justice. On le dit régulièrement. La justice des mineurs, c'est une justice qui est extrêmement pauvre. Nous manquons de magistrats, nous manquons de greffiers, nous manquons d'éducateurs. Nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de rendre une justice efficace pour nos mineurs. Et la perspective de présenter les mineurs devant les chambres des comparutions immédiates, il faudrait déjà arriver à améliorer le fonctionnement de nos chambres de comparution immédiate. Et je pense à celles de Paris qui sont totalement engorgées et qui tournent à plein régime tous les jours jusqu'à plus d'1 heure, 2 heures du matin parfois. J'ai du mal à voir dans quelle mesure on pourrait finalement envoyer les mineurs devant ces procédures ultra rapides. Je rappelle que de toute manière, elle ne concerne pas, cette procédure-là ne concerne pas les faits les plus graves, les crimes ne sont pas concernés par la procédure de comparution immédiate, et c'est tant mieux parce qu'il faut bien investiguer. Et donc, je ne vois ici effectivement que des mesures qui sont des mesurettes en fait, ou des annonces. Mais derrière, les places en foyer, la qualité de ces foyers, l'investissement en termes économiques dans ces foyers fait que je n'arrive pas à voir concrètement ce que ces annonces peuvent donner au quotidien pour la justice des mineurs.
Après, aller chercher effectivement la responsabilité parentale des deux côtés, père, mère, oui, bien sûr, c'est très bien sur le papier, mais dans la réalité, vous avez des parents qui sont souvent absents, parfois un parent qui est totalement sorti de la vie de l'enfant, et c'est compliqué d'aller chercher sa responsabilité parentale. Mais sur la responsabilité des parents, justement, sous votre contrôle, il y a l'article 227, alinéa 17 du Code pénal, qui punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur. Véronique Jacquier, on le voit, ce n'est jamais appliqué. Peut-être, avant de faire de nouvelles annonces, peut-être déjà faudrait-il commencer par appliquer ce qui existe. Oui, mais alors je pense que c'est pas facilement applicable. Cela dit, ça a le mérite d'exister. Effectivement, 2 ans de prison, on ne voit pas en France un parent faire 2 ans de prison pour les faits commis par son enfant. Moi, je trouve que les annonces de Gabriel Attal sont un peu hors sol. Alors certes, il y a de bonnes choses, mais sur le placement en foyer, par exemple, ça me paraît totalement naïf, pour 2 raisons. Parce que c'est un vrai métier que de prendre en charge la jeunesse et de la remettre sur le droit chemin. Disons les choses. Ça demande des éducateurs, ça demande des gens qui sont spécialement formés. Visiblement, on ne les a pas. C'est-à-dire, si c'est les mettre en foyer pour les emmener voir la mer ou leur faire un atelier peinture, ça n'a aucun sens. Deuxièmement, je pense que la délinquance des mineurs, il faut la prendre d'une façon holistique, c'est-à-dire ils sont dans un écosystème et souvent on ne tombe pas dans la délinquance tout seul. C'est-à-dire que les parents soit sont violents et donc génèrent une forme de délinquance, soit ils sont dans un écosystème de quartier qui est intrinsèquement violent et qui génère donc de la délinquance. Je vais prendre un exemple, celui de Marie-Hélène Toraval, qui quand elle était venue la dernière fois sur le plateau de CNews avait parlé de ce qui se passait à Crépol et avait dit on n'est pas dans un quartier populaire, il n'y a plus de quartier populaire, ou tout au moins de moins en moins, il y a de plus en plus de quartiers communautaires. La maire de Romans-sur-Isère dit trafic de drogue, dit des enfants qui sont harponnés pour gérer ce trafic de drogue, dit des parents qui sont complices de ce trafic de drogue. Donc on comprend bien que la délinquance des mineurs, on ne la traite pas si on ne prend pas les choses d'une façon générique. Et il est vrai que Gabriel Cluzel, nous parlons là des mineurs entre 16 et 18 ans, mais là Gabriel Attal ne fait pas d'annonce pour ces mineurs de 15 ans. On peut le rappeler, nous avons vu dans les émeutes, notamment de juin, des jeunes de 11, de 13 ans. On sait que dans le trafic de drogue, c'était également le cas. Bref, quel est votre regard sur ces annonces? Vous y croyez ou pas? Il me semble que la meilleure façon de s'occuper des parents, c'est de les frapper au portefeuille. Les allocations familiales, les logements sociaux sont là pour aider les parents à élever leurs enfants. Ils ont par exemple des logements proportionnels à leur nombre d'enfants. Donc c'est bien qu'on considère qu'ils doivent les loger et s'en occuper. Et de la même façon pour les allocations familiales. Moi, je crois que cela convaincrait un certain nombre de parents de faire attention à leurs enfants, à leurs très jeunes enfants. En France, les Français ordinaires sont tenus d'être responsables de leurs enfants. Si mon fils casse des lunettes de son petit camarade de classe, eh bien c'est moi, c'est mon assurance qui doit les prendre en charge. C'est moi qui encaisserai les tracas. Donc je crois qu'on peut faire la même chose. Quand je vois le maire de la Verrière qui explique que finalement les attributions de logements sociaux, le maire n'a pas son mot à dire, du reste. Et puis, pour le moment, ces critères-là ne rentrent pas du tout en jeu. C'est-à-dire qu'on va avoir une famille qui pose de graves problèmes, eh bien, on lui trouvera quand même un logement social. Et quand bien même on arriverait, et c'est déjà très très compliqué, à l'expulser, avec la loi Dallot, elle serait immédiatement prioritaire pour un autre logement social. Donc il expliquait qu'il avait une famille à problème dans sa commune, et c'est 2 autres des voisins que cette famille importunée qui ont dû être déplacés. Et une famille tellement importune qu'elle avait été identifiée comme dont les enfants avaient été identifiés comme ayant participé à l'incendie d'école dans sa ville. Donc si vous voulez, c'est plus possible de loger socialement, d'aider sur le plan financier ce genre de famille. Je crois que ça calmerait les parents. Et c'est vrai que ce sont les victimes, et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui en France, qui sont obligés de déménager. On le voit régulièrement dans des quartiers dits difficiles. Ce sont les travailleurs qui se lèvent à 5 heures du matin. C'est vrai pour les questions d'antisémitisme, c'est vrai pour les questions d'antisémitisme. Exactement. Des annonces donc de Gabriel Attal dans la Drôme. Je vous le rappelle, c'est donc le département où le jeune Thomas a été tué, poignardé. C'était dans la nuit du 18 au 19 novembre, dans la petite commune de Crépol. Vous le rappeliez il y a un instant, Véronique Jacquier. Eh bien, plus de 6 mois après la mort du jeune Thomas, l'enquête autour de l'auteur du couteau piétine toujours. On fait le point sur les investigations avec Célia Barotte et nous en parlons ensuite. Qui a porté le coup de couteau qui a mortellement touché Thomas dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier?
À ce stade, les 2 juges en charge de l'instruction de cette affaire n'ont aucune certitude sur l'identité de cet auteur. Depuis le début de l'enquête, 14 personnes ont été mises en examen pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion. Une première série d'interpellations avait eu lieu 1 semaine après les faits. 9 jeunes, dont 3 mineurs, avaient alors été mis en examen. 6 d'entre eux avaient été placés en détention provisoire. Les 3 autres, laissés libres mais placés sous contrôle judiciaire. Quelques mois plus tard, de nouvelles arrestations ont conduit à la mise en examen de 5 autres personnes. 2 ont été incarcérés, 3 placés sous contrôle judiciaire. Mais alors, pourquoi est-il si difficile d'identifier le meurtrier de Thomas ? Plusieurs mises en examen ont porté des coups de couteau, mais aucun d'entre eux ne le reconnaît. Et le jeune de 20 ans, initialement désigné comme l'auteur du coup mortel, n'a pas été reconnu lors de l'identification. Par ailleurs, dans cette enquête, la préméditation et le caractère raciste de l'agression n'ont pas été retenus par les magistrats. À l'époque, le procureur de la République de Valence a déclaré qu'à ce stade, les éléments recueillis ne sont pas suffisants ni déterminants juridiquement. L'information judiciaire se poursuit. Alors il est vrai que tourner la page de ce drame passera, Muriel Wachlin-Melki, par la résolution de cette enquête. Et on le voit, une enquête qui piétine aujourd'hui. On comprend la difficulté d'identifier l'auteur des coups mortels. Quelles sont les perspectives, les suites possibles dans cette enquête ? Les suites possibles, c'est le renvoi devant une juridiction des actes d'investigation qui vont se poursuivre. Et puis, je le redis, parce qu'il faut le préciser, il faut le rappeler, ce n'est pas parce que la circonstance aggravante de faits commis en raison de l'appartenance à une race ou une nation ou une religion n'a pas été retenue à ce stade, qu'elle ne peut pas l'être en plein milieu de l'instruction, ou au moment du renvoi devant la juridiction de jugement, ou même qu'elle ne peut pas être évoquée devant la juridiction de jugement pour la première fois. Donc tout cela, c'est possible. C'est pas une piste qui est définitivement fermée. Pour ma part, je considère qu'il faut laisser cette circonstance et travailler avec tout le long de l'enquête, jusqu'à la fin de l'instruction, quitte à la retirer au moment du renvoi devant la juridiction. Mais alors pourquoi le procureur ferme très rapidement la porte dès le départ de l'enquête ? C'est ça aussi, c'est une interrogation. C'est une mentalité judiciaire que nous avons en France avec cette difficulté en matière de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme. On a du mal finalement à investiguer sur cette circonstance aggravante-là. Et traditionnellement, depuis des années, on a cette difficulté de retenir cette circonstance au début. Il faut véritablement que les avocats fournissent un travail très important pour qualifier, pour rapporter des arguments. Et après, parfois, effectivement, on a des procureurs qui suivent plus facilement. Mais j'ai envie de vous dire que dans la majeure partie des dossiers que nous connaissons, nous, à l'OJE, le travail avec la circonstance aggravante d'antisémitisme, et c'est la même chose ici avec la circonstance aggravante de racisme, c'est un travail qu'on mène à la force du poignet pour qu'elle soit retenue. Nous, on milite pour que ce soit retenu d'emblée, quitte encore une fois à l'abandonner en toute fin d'instruction, au moment de renvoyer devant la juridiction de jugement. Effectivement, puisque le risque aussi, c'est que cette enquête et le sort de Thomas, soient oubliés dans les années à venir, que l'enquête piétine, effectivement, et que derrière, François Pupponi. Dans des affaires d'antisémitisme, ce qui est terrible, c'est que c'est à la victime, aux avocats, de démontrer, et les questions, c'est, mais on vous a vraiment traité de sale juif, on vous a pas traité de sale juif, et donc, mais vous aviez, alors le gars disait, mais oui, moi j'avais une kippa, j'étais dans la rue, ils m'ont tapé, oui, mais ça prouve pas que, donc, et effectivement, l'idée, c'est d'inverser la preuve, c'est-à-dire, on considère que, a priori, quitte à ce que l'enquête démontre que c'est pas le cas. Mais ça permet d'investiguer plus longtemps. Mais ça permet d'aller plus loin. Ça permet de ne pas fermer des portes pour les investigations, et donc ça permet d'entendre plus de personnes, d'aller dans certains domaines qu'on ne peut pas aller investiguer si cette circonstance-là n'est pas retenue. Donc ça ouvre plus de portes en fait à l'enquête. Et lorsqu'on ferme cette porte d'emblée, on se prive de certaines pistes d'investigation. Non, mais c'est vrai que ça a étonné le fait que le procureur très rapidement. Et pourtant il y avait des interrogations, Louis Dragnel. On peut se souvenir notamment des témoignages qui avaient été entendus ici et là, notamment par des journalistes. Effectivement, ça fait partie des zones d'ombre de cette enquête aujourd'hui encore. Alors, il y avait aussi une pression médiatique, politique très forte au début de l'ouverture de l'enquête. Et puis ensuite, là où je vous rejoins, c'est que c'est pas parce que ça a été écarté dans un premier temps que ça ne peut pas revenir. Moi, honnêtement, je sais que cette phrase est complètement bateau, mais je fais réellement confiance moi aux enquêteurs parce que, si vous voulez, c'est des gens qui s'impliquent jour et nuit, donc ils n'ont pas envie de lâcher le morceau aussi, juste par conscience professionnelle. Quand on pense aux policiers, aux gendarmes, enquêteurs qu'on peut connaître, ils se disent pas on trouvera jamais. Ils travaillent nuit et jour. Et votre phrase n'était pas bateau, Louis Dragnel. Et nous, d'ailleurs, nous terminons cette émission avec d'indice à la certitude. Et voilà.
voilà, la caractérisation, la matérialisation de preuves, c'est quelque chose de compliqué. Et moi, je préfère que ça prenne un peu plus de temps et qu'on ait une certitude sur vraiment qui a fait quoi, sur l'organisation de cette soirée et d'attribuer les responsabilités pénales, plutôt que quelque chose qui soit bâclé avec un appel et avec toute la procédure qui saute. Un grand merci à tous les 5 d'avoir débattu, d'avoir analysé l'actualité sur CNews et sur Europe 1. L'actualité qui continue dans un instant sur Europe 1 avec vous, mon cher Jacques Serret dans Europe 1 Soir. C'est tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous allez aborder ce soir? Bonsoir Olivier. De l'info, du débat des invités. Nous allons bien sûr revenir sur les annonces de Gabriel Attal pour lutter contre la délinquance des mineurs. Et puis nous ferons bien sûr le point sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Un grand merci mon cher Jacques. Donc l'actualité tout de suite qui continue sur Europe 1 avec Jacques Serret. Et puis tout de suite, il est prêt, c'est votre rendez-vous du vendredi soir. Philippe de Villiers, bien évidemment, face à Philippe de Villiers avec Geoffroy Lejeune. Le tout orchestré par Elliot Deval. C'est tout de suite sur CNews. Un grand merci à toutes les équipes techniques, à David Pujol de m'avoir aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à Marine Durusquet et Alexis Leprince. Excellente soirée sur notre antenne. Je vous retrouve à 22h30, Soir Info Week-end. Nous reviendrons sur toute l'actu de la journée. À très vite sur CNews.